Qu'un cours d'eau déborde de temps en temps est un phénomène naturel. Mais que les inondations causent les dégâts impressionnants que nous voyons depuis plusieurs années n'est pas naturel, mais la conséquence des pratiques humaines. En suraménageant, en bétonisant ou transformant les lits des cours d'eau, nous avons créé nous-mêmes les conditions de ces phénomènes. Ce que cela dévoile, c'est la réalité de nos rivières artificialisées et étouffées, et notre rapport avec nos cours d'eau. Depuis des siècles, nous en avons exploité les ressources, nous les avons aménagées, y avons déversé nos eaux usées et nos déchets douteux, avons abîmé la flore, chassé la faune et arrêté de les entretenir. Nous avons fait comme si les rivières n'étaient pas des écosystèmes vivants. Il est encore temps de réapprendre à nous en occuper pour leur bien, pour le nôtre et celui des générations futures. Une zone humide est un espace de transition entre l'eau et la terre. C'est un terrain, exploité ou non, inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou saumâtre. Certaines d'entre elles sont très reconnaissables, comme les mares ou les marais. Mais beaucoup d'autres sont moins identifiables. De nature variée, elles sont aussi changeantes. Leur teneur en eau, leur composition fluctue continuellement. Leur point commun à toutes, à part d'être humides, est d'héberger une biodiversité très riche. 30% des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les milieux humides. Et environ 50% des espèces d'oiseaux en dépendent. Certaines espèces leur sont propres, c'est-à-dire qu'on ne peut les voir que là. Et d'autres, comme les oiseaux migrateurs, les utilisent comme zone de transit. La confluence Durance-Verdon, c'est l'endroit où la Durance rencontre le Verdon. Ça fait une zone humide assez vaste qui chemine dans une grande forêt alluviale. Donc la rivière est complètement libre, elle peut emprunter des bras secondaires ou non. Il y a une très grande richesse d'habitat et d'espèces, donc des milieux comme une grande roselière notamment sur la pointe de cette confluence. Et puis on a une grande station de vignes sauvages, une des plus grandes stations de France. Il y a également une famille de castors importante et certainement d'autres espèces qu'on ne connaît pas encore, des espèces qu'on découvrira peut-être plus tard car c'est une zone qui n'a pas été complètement inventoriée. Les zones humides sont donc un réservoir à biodiversité. Mais ce n'est pas tout. Les zones humides sont aussi en quelque sorte les reins de la nature et filtrent l'eau. Les zones humides reçoivent des éléments minéraux et organiques par l'eau qui nourrissent les plantes bien entendu. C'est des milieux en fait qui sont habitués à la recevoir, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité, comme une éponge, d'absorber une eau qui viendrait en grande quantité d'un coup et surtout de la restituer en été quand il y a beaucoup moins d'eau. En ce moment on parle beaucoup du réchauffement climatique. Je peux insister un peu sur ce rôle des zones humides parce qu'ils ont une vraie importance pour réguler les arrivées et les à-coups d'eau et les sécheresses. No man's land, souvent ignoré ou peu considéré, les zones humides sont en réalité des milieux très riches où tout pousse très bien, notamment dans les marais, les étangs, les forêts humides ou les roselières. Une qualité pour l'agriculture, la sylviculture, mais aussi pour la construction. On y trouve par exemple du bois ou des roseaux. L'économie générée par les zones humides est de fait non négligeable. Leur richesse est une des raisons pour laquelle ces terres sont menacées. Nombre d'entre elles ont par exemple été asséchées au profit de l'agriculture, l'intensification des pratiques agricoles, les aménagements hydrauliques inadaptés, l'urbanisation et les infrastructures de transport exercent par exemple une grande pression constante sur ces zones humides. Entre 1970 et 2015, on estime qu'environ 35% des zones humides de la planète ont disparu. L'important pour travailler correctement sur les zones humides, c'est avant tout de les connaître. Donc pour ce faire, on est en train de réactualiser l'inventaire des zones humides du bassin versant du Verdon. On étudie leur localisation, leur faune, leur flore, leurs habitats, pour pouvoir ensuite savoir sur lesquels on va vouloir travailler, sur lesquels on va pouvoir travailler. Parfois, il faut réouvrir ces milieux. Donc, c'est ce qu'on a fait par exemple sur cette zone ici, au plan d'Annelle, avec un chantier de bénévoles et le personnel de la mairie qui est venu nous prêter main forte. Donc, on a fait une coupe assez intensive des pins qui venaient refermer le milieu, à la fois qui venaient faire de l'ombrage et à la fois créer cet espace forestier qu'on peut souhaiter dans certaines zones humides, mais pas forcément dans toutes.
Je suis propriétaire de cette zone humide depuis l'année 2005. J'ai compris de suite que c'est une zone sensible, c'est une zone fragile et différente que d'autres zones de ma propriété. J'ai contacté le parc, ils sont venus à plusieurs reprises pour faire un sondage, pour repérer les espèces différentes de flore et de faune. Et c'est par la suite que nous avons signé une convention de gestion. Cette convention qui a été signée me permet de mieux gérer cette zone avec les conseils des experts et aussi d'organiser les chantiers de broussaillage et d'ouverture avec plusieurs personnes afin de sensibiliser les habitants de la Martre et les autres personnes sur la fragilité de ces zones humides. Le destin d'une zone humide naturelle, c'est d'aller vers le retour au milieu forestier. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment se permettre de laisser une zone humide disparaître dans la forêt parce que de manière naturelle, elle se serait déplacée, l'eau est toujours là, on aurait vu ressortir une zone humide un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, avec les usages du sol, on n'a plus la place de laisser émerger des zones humides de manière naturelle. À droite, à gauche, ce sont des champs qui sont généralement drainés pour que la culture puisse tenir. Donc on va aller régulièrement vers la proposition de restauration de zones humides. La restauration consiste aussi parfois en la reconnexion d'un bras mort à la rivière ou encore à remettre en eau une zone drainée. Depuis les années 50, l'après-guerre, donc les agriculteurs avaient un besoin de faire un peu plus que ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire l'élevage avec très peu d'animaux, puisque dans le temps, ils n'étaient que quelques-uns avec quelques moutons. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre, il leur faut beaucoup plus de moyens. Et les zones humides qu'ils voyaient plutôt comme un inconvénient, ils ont commencé à canaliser le Ruyoutor et derrière essayer d'assécher pour pouvoir travailler. L'azuré de la Sanguisorbe, c'est un papillon associé aux zones humides et l'intervention du conservateur d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ce secteur a été motivée par la découverte de cette espèce au début des années 2000. Cette espèce est présente que dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes dans notre région et c'est un papillon en fort déclin en lien avec la destruction des zones humides. Donc sur le marais de Château-Garnier, le premier travail c'est de suivre les espèces emblématiques de cette zone humide et notamment de l'azuré de la Sanguisorbe. Une remise en eau de cet ancien bras mort drainé du Riyoutor pourrait permettre à ce papillon emblématique de se maintenir. Gérer les zones humides, c'est parfois les racheter pour les verser dans le domaine public, pour limiter les usages et les dégradations. C'est aussi les intégrer dans les documents d'urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent intégrer les zones humides et les définir comme zones inconstructibles et en interdisant aussi les remblais et les déblais. Voilà, au niveau local, certaines règles vont plus loin. C'est le cas dans le Verdon où justement les zones humides sont intégrées dans des plans locaux d'urbanisme et c'est obligatoire. Enfin, des actions de sensibilisation et de communication auprès des usagers des milieux humides peuvent être menées pour inviter à faire évoluer les pratiques. Sur ce secteur-là, il y a les gens du camping municipal qui n'est pas très loin, qui viennent faire du parapente. On a découvert ce passage-là il y a quelques années en arrière. Ils passaient dans la zone humide, ils se mettaient de l'eau jusqu'aux jambes. C'était pas très clean et c'était pas très sérieux. Donc on a décidé de mettre en place cette liaison d'eau sur la zone humide de façon à permettre aux gens de pouvoir, toute tranquillité, sans marcher au bord de la route, d'aller du village jusqu'à la plage du Plan, 2 km. Alors c'est un platelage posé sur le sol, avec donc des lattes en bois, avec par endroits des bancs et des panneaux d'interprétation donc sur la faune et la flore. Chaque zone humide est unique par son fonctionnement, son type, son historique. Chacune joue un rôle à son échelle dans le ralentissement des crues, dans l'épuration des eaux et dans le maintien de la biodiversité. Bien que les mentalités évoluent, la prise en compte de leur importance reste un thème majeur. Apprendre à bien les gérer doit entrer dans les usages.